Il y a des sujets comme ça qui sont dans l'air du temps, qui vont nous fasciner. Et il y a un article, je suis tombée sur un article qui a été publié dans la presse, pas dans la presse, qu'est-ce que je dis là, dans le magazine Elle Québec, qui est encore en kiosque en ce moment. Et ça nous parlait des pervers narcissiques. Et c'est un article vraiment, en fait, c'est Josée Blanchette, la collègue Josée Blanchette, qui m'a aiguillée sur cet article-là, qui m'a interpellée. Je sais pas le nom. Je n'avais déjà entendu parler. Puis je me dis, pourquoi on nous parle de ces fameux pervers narcissiques? Qui sont-ils? Alors, en lisant cet article de Aline Apostolka, journaliste qui a rédigé le dossier spécial, je me suis mise à regarder autour de moi, puis je dis coudonc, est-ce que ce serait la réponse à quelques questions que j'ai? C'est sûr qu'on devient peut-être un peu parano, on regarde la vie avec des lunettes différentes après ça, on a l'impression de diagnostiquer des pervers narcissiques partout, et on se demande est-ce que c'est la nouvelle tendance en ce moment, parce qu'on a parlé, il y a eu les manipulateurs, on a écrit beaucoup d'articles, de livres sur les manipulateurs, et alors qui sont ces pervers narcissiques? Et on va essayer de découvrir la chose aujourd'hui à l'émission. Alors nous accueillons avec nous en studio celle qui a provoqué cette émission ce matin, Aline Apostolka. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, Marie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler bien sûr de cet article, et en fin d'émission, j'aimerais parler de ces deux livres que vous avez écrits pour les deux petits nouveaux. Des petits livres que vous avez écrits pour les adolescents, les adolescentes, pour s'aider à se retrouver dans des périodes charnières de leur vie. Il en sera question à la fin de l'émission. Merci beaucoup, c'est vraiment très inspirant. Je vais les garder pour quand ma fille sera plus grande. Mais en fait, c'est ça, c'est pour les adolescentes. Oui. Et le tome 1, c'est sur les questions de l'amour, du désir, de la sexualité et tous les pièges. Oui, les pièges, j'adore. Tous les pièges à pervers narcissiques. Oui, faudrait rajouter un autre chapitre maintenant à la lumière de ce que vous avez proposé dans le magazine. J'ai dit pas mal de choses là-dedans, en fait, parce que je pense qu'il faut le dire tôt. Oui, il faut le dire tôt, c'est certainement. Et en bout de ligne avec nous, il y a Jean-Charles Bouchou, qui est psychanalyste et auteur du livre Les pervers narcissiques. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment on leur échappe surtout? On a besoin de l'apprendre. Bonjour, docteur Bouchou, ça va bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais très bien. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on dresse le portrait. Qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? Alors, et on le dit au masculin parce qu'il s'agit généralement plus d'hommes. Ah je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, c'est vrai? Non, il y a autant d'hommes que de femmes. En fin de compte, les mécanismes pervers narcissiques, lorsqu'ils sont particuliers, il faut les étudier, et lorsqu'ils sont mis en place massivement, c'est en fin de compte un remède contre la folie. Ce sont des mécanismes qui évitent à la personne de devenir folle. Et malheureusement, la folie peut toucher tout autant les femmes que les hommes. Ah oui, ça on est tous égaux face à la folie. Oui. Alors, quels sont les traits de caractère d'un pervers ou d'une perverse narcissique? Voilà, c'est ça. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une structure psychique d'un petit enfant, en fin de compte. Il supporte pas le conflit interne. Il supporte pas l'idée même de la culpabilité, qu'il puisse y avoir la moindre faille sur son vernis, sur ce qu'il a envie de montrer. Mm-hmm. Et immédiatement, il s'empresse, lorsqu'il y a un conflit interne, de le projeter dans un autre. Et généralement toujours le même. Celui qu'on va nommer sans doute sa victime. D'accord. Alors, vous voyez? Oui. Mais il y avait une dame me racontait ça l'autre jour. Elle me disait, j'étais en voiture avec mon mari, et puis c'était le mari qui conduisait. Alors il s'agit d'un adulte de plus de 50 ans qui est chef d'entreprise. Et puis il fait une marche arrière et emboutit la voiture de sa femme. Immédiatement, il se retourne vers elle et lui dit, mais enfin, tu ne te gares jamais à cet endroit. C'est-à-dire que l'idée qu'il pourrait être coupable est insupportable pour lui, et comme un petit enfant, il met l'autre en accusation. Oui, c'est assez drastique comme moyen de faire dans ce cas-ci. Aline Apostolka, j'aimerais avoir votre son de cloche quand vous avez fait votre recherche pour votre article. Oui, en effet, j'ai tout à fait entendu ça aussi. C'est vrai que c'est il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ce que je viens d'entendre. Et évidemment, je suis pas psychologue, mais c'est par rapport à tous les spécialistes que moi-même j'ai pu interviewer. Et en effet, ce sont des personnes qui elles-mêmes sont en danger de folie. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on présente les choses de manière un peu rose, parce que il s'agit pas juste de ne pas vouloir être attaqué dans son narcissisme ou dans son vernis, mais de détruire complètement la psyché de l'autre à répétition
pour ne pas risquer de se remettre en question soi-même. Donc les conséquences sont autrement plus importantes que le fait de simplement projeter l'absence d'autocritique sur l'autre. C'est une véritable destruction de la psyché de l'autre qui empêche en effet de se remettre en question soi-même. Jean-Charles Bouchou, est-ce qu'il y a une volonté destructrice derrière ça? Je crois que c'est plus complexe que ça, mais je suis assez d'accord avec l'intervention donc d'Aline. Si vous voulez, pour échapper, on connaît un peu on peut imaginer ce qu'est la schizophrénie, par exemple la peur de se couper en deux. Vous savez, de devenir Dr Jekyll et éventuellement Mr Hyde qui agit contre notre volonté a priori. Moi, je crois que le pervers narcissique crée avec sa victime d'abord une relation fusionnelle. Et à l'intérieur, donc à deux, ils ne font plus qu'un. Et à l'intérieur de cette relation fusionnelle, c'est là que va se jouer la schizophrénie. Et alors, le pervers va dire, je suis le Dr Jekyll et tu es Mr Hyde. Quelque part, oui, il peut vouloir détruire Mr Hyde, mais ça n'est pas vraiment l'autre qu'il a envie de détruire. Alors, il projette ce qu'il voudrait détruire de lui sur l'autre personne. Exactement. J'avais le cas, on était arrivé à une conclusion où elle le poussait au suicide, mais à la fin, elle voulait pas sa mort à lui, hein. Elle voulait qu'il s'empare de sa mauvaise part et qu'il aille la tuer. On voit bien qu'on est dans le champ de la folie, de toute façon. Oui, complètement. Oui, Aline? Mais en fait, c'est vrai que je suis très d'accord. De toute façon, je ne peux pas ne pas être d'accord avec vous, c'est vous le spécialiste. Et moi, je suis la journaliste. Simplement, il faut savoir que pour elle, évidemment, nous, on a des lectrices, majoritairement, n'est-ce pas? Et en fait, notre objectif avec l'article, c'était vraiment de voir les conséquences que ça a, le fonctionnement que ça a dans la vie de tous les jours. Or, évidemment, derrière ce mécanisme et la description, je dirais, psychopathologique, clinique, ça c'est une chose, mais après ça, la manière dont ça se développe et surtout, Marie, vous le savez, ma commande, c'était un article société, c'est-à-dire pourquoi notre société fabrique-t-elle de plus en plus des pervers narcissiques et non pas qu'est-ce qu'un pervers narcissique ou un manipulateur, parce qu'en fait c'est les mêmes. Oui. Mais donc c'est vraiment pourquoi est-ce que notre société en fabrique de plus en plus. Et moi j'avais pas dit volontairement qu'il y a plus d'hommes, c'est que j'ai notamment parlé très longuement avec le docteur Van Giesem et il m'a dit que la plupart du temps c'est des femmes parce que justement, comme le dit monsieur Bouchot, en fait les femmes ont tendance, de par leur éducation, etc., à ne pas savoir mettre des limites. Donc à se laisser envahir dans leur psyché et dans leur vie de tous les jours, de laisser plus de place à l'envahissement sans savoir mettre de limites, ni à leurs enfants, ni à leurs amants, ni à leurs maris, et ça c'est la société nous fabrique aussi comme ça, avec une éducation et puis des histoires de princes charmants et d'amour fou ou de coups de foudre, mais en fait tout ça nous prépare à nous laisser envahir. Mais le pervers narcissique se présente au départ comme un prince charmant empathique. Ou une princesse, oui. Si on regarde du côté féminin. Ben oui, parce que encore une fois, ce que moi j'ai compris en parlant avec des femmes et avec des spécialistes pour l'article, c'est que en effet, moi je dis toujours que si j'ai pas de fille, mais bon, j'écris des livres pour les filles, mais si j'avais une fille, je lui dirais que les princes charmants, ça monte pas les tours, qu'ils sont bien fatigués, puis que il faut d'abord s'aimer soi-même avant que quelqu'un nous aime. Si on laisse à l'autre la place de venir nous dire que il y a un manque en nous et donc il va le remplir, sans faire de psychanalyse trop poussée. Eh bien, c'est la porte ouverte à des tas de choses. Or, le pervers narcissique s'immiscerait, d'après ce qu'on m'a dit, clairement dans nos failles et nos besoins, et donc justement se présente sous le jour, non seulement du coup de foudre et du prince charmant, mais surtout de celui qui est la seule personne au monde à vous comprendre. Oui. Et par conséquent, comme le disait notre interlocuteur, il y a fusion. Et s'il y a fusion, il y a disparition. Il y a disparition. Oui, nécessairement, il y a une personne qui est une des deux va disparaître. Oui. Jean-Charles Bouchou, est-ce que c'est un mythe de dire que ce sont des personnes qui s'intègrent très très bien dans la société et qui se présentent très très bien dans leur quotidien? Mais oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, quelque chose à voir avec l'idéalisation. Alors, tant du côté de la victime que du pervers lui-même. Il voudrait être la personne idéale. Et c'est pour ça qu'il va sans cesse projeter le négatif dans sa victime. Et effectivement, ce sont des gens très intégrés, ce sont des gens qui sont même souvent aimés, charmants. Et ça, c'est une des grandes difficultés de la victime, c'est le jour où elle va vouloir en sortir.
tout son entourage va lui dire, mais on ne te comprend pas, il est tellement merveilleux. Oui. Alors, le jugement, oui. Et surtout lui, il dit comment ça tu me laisses tomber? Et moi ce que j'ai compris c'est que quand on ose, parce que s'il y a fusion, s'il y a disparition, un jour on peut se réveiller miraculeusement et vouloir couper. Et alors à ce moment-là c'est insupportable et ça peut les rendre fous. Parce que justement, là, c'est là que la folie les guette. Mais bon, il y a des gens qui vont et qui détruisent. La raison pour laquelle Marie-France Irigoyen, par exemple, s'est intéressée au sujet depuis des années et a fini par réussir à faire reconnaître le statut devant le Conseil européen, c'est que en fait, il n'y a pas de loi. On peut pas dire que c'est un délit criminel pour aller à la cour et dire cette personne m'a détruite la psyché. Or, il y aurait de plus en plus de destruction de personnes que les psychologues constatent, de personnes fragiles. Alors les personnes, les femmes, mais surtout les enfants, les personnes âgées, les enfants du divorce, et toutes les personnes qui peuvent être instrumentalisées parce que sans aller jusqu'à des extrêmes où la personne va tuer l'autre parce qu'elle lui a échappé, ou il lui a échappé, il l'a laissé tomber. Il y a une volonté de détruire l'autre parce qu'elle a osé s'en aller. Donc c'est un manipulateur qui devient potentiellement très dangereux. Alors sur ce, nous allons faire une courte pause. Je vous rappelle notre sujet du jour. Est-ce que vous êtes, on parle de pervers narcissiques, et je vous pose la question, vous, est-ce que vous pourriez être victime d'un pervers narcissique? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que si vous avez des questions à poser, nos invités sont là avec nous en studio. Aline Apostolka, qui est la journaliste qui a rédigé ce dossier spécial qui est publié dans le magazine Elle Québec en kiosque en ce moment. Également avec nous au téléphone, il y a Jean-Charles Bouchou, qui est psychanalyste et auteur du livre Les pervers narcissiques. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Et comment leur échapper surtout? 514-790-9850 pour les gens de Montréal. Partout sans frais au Québec, Outaouais, Mauricie ou Estrie, le 1866-790-9850 ou toujours via Twitter où je suis branchée par intraveineuse à Marie-Plourde. Nous parlons de pervers narcissiques ce matin. Qui sont-ils, ces pervers narcissiques, et pourquoi on entend parler? Pourquoi on a l'impression qu'il y en a de plus en plus? Ce sera notre sujet. Et vous, si vous êtes victime d'un pervers narcissique ou si vous avez des questions à nous poser, bien sûr, nous sommes là et nous vous écoutons. 514-790-9850 ou toujours sans frais partout au Québec, 1866-790-9850. Et sans plus tarder, nous allons retrouver Stéphanie au téléphone. Bonjour Stéphanie, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'appelle parce que ça m'interpelle énormément. Là, depuis des années, depuis 5 ans, en fait, j'ai quitté un homme qui était comme ça. Ça n'a pas été diagnostiqué là, parce que c'est extrêmement difficile, comme on dit, à le faire reconnaître. Là. Mais j'ai dû quitter parce que je me faisais manipuler, détruire psychologiquement. J'avais plus aucune estime de moi-même, aucun respect. Puis au moment où j'ai quitté, ça a été l'enfer. Tu sais, moi, je pensais que je quittais pour trouver le bonheur puis ma liberté, mais il a jamais accepté là, que je le quitte, puis il m'a manipulé par le biais des enfants, par les enfants, c'est tout ce que j'avais à ce moment-là, puis tu sais, il a voulu me laisser, il a voulu... il a fait de l'aliénation parentale? Beaucoup, oui. Puis c'était un homme qui s'était jamais occupé de ses enfants, mais là, tout d'un coup, là, ses enfants devenaient importants, là, mais il savait que ça me faisait du mal. Ça ressemblait à quoi votre quotidien avec cet homme? Ça ressemblait à quoi? Cette année, là, j'ai été détruite, là, complètement. Ça m'a pris énormément de temps à me trouver le respect de moi-même. Puis c'est mon médecin de famille qui m'a fait lire le livre Le meilleur de soi de Guy Corneau, là. Puis qui m'a allumé des cloches, puis qui m'a donné le goût de sauter en bas du précipice, là, puis de partir, puis de refaire ma vie. Alors, puis en ce moment encore, tu sais, moi j'ai refait ma vie, j'ai un nouveau conjoint, puis j'ai eu d'autres enfants, puis c'est faire du mal à mon bonheur, à ma vie en ce moment. Puis il y a 3 ans, suite à un événement qui est arrivé dramatique, parce que les enfants, j'avais la garde légale des enfants, puis il y a 3 ans, il est arrivé quelque chose d'effroyable où mon conjoint a été mis en cause, puis j'ai dû choisir entre mon bonheur à moi, puis celui de mes enfants, puis j'ai choisi mon bonheur à cause de cet homme-là, parce qu'il réussissait à m'atteindre au quotidien, avec à cause qu'il acceptait pas que j'ai quitté sa vie. Alors, si je comprends bien, même il finit toujours par vous affecter et par venir vous chercher de toutes les façons possibles. Oui, puis moi j'ai consulté une psychologue pendant quelques temps là, suite à ces événements-là où je me suis dit faut que je lâche prise, tu sais, faut que je lâche prise. Puis lui,
fallait que je me retrouve, que je me refasse une vie, puis il fallait que je mette mes énergies sur ma nouvelle vie aussi, tu sais, ma famille. Puis même la psychologue me l'a dit, c'est un homme qui est très narcissique, puis même s'il y a une ordonnance de la cour comme quoi qu'il doit consulter pour améliorer le tout, c'est des gens qui, quand ils reconnaissent pas ce qu'ils sont, tu sais, qu'il n'y a rien à faire. Mais j'aimerais qu'on profite de cet instant, puisque je vous ai en ligne, peut-être aller faire un tour du côté de la Suisse avec Jean-Charles Bouchou. Qu'est-ce que vous recommandez à cette femme qui est visiblement encore ébranlée, Stéphanie qui est encore visiblement ébranlée, son mari son ex qui arrête pas de revenir dans le paysage pour lui empoisonner la vie? Quel mot d'encouragement vous pouvez lui donner? Ben c'est de ne pas hésiter à se faire aider. J'ai entendu quand même de très belles phrases, comme j'ai choisi mon bonheur, et c'est important. Je crois que les victimes de pervers narcissiques s'oublient facilement, et le premier travail à faire, c'est reprendre compte de soi-même, et non pas avec cet autre. Il est important aussi de signaler qu'il y a deux formes de victimes en fin de compte. La victime qui vit avec un pervers narcissique, non seulement elle ne veut pas partir, mais en plus elle protège souvent cet autre. Parce qu'un des mécanismes que met en place le pervers, c'est le déni. C'est-à-dire il dénie complètement la responsabilité de ses actes, par exemple, ou leurs conséquences. Mais la victime, souvent, va le protéger en disant c'est pas de sa faute, c'est quelqu'un qui va mal, je veux l'aider, vous voyez. Là, la personne ne cherche pas à sortir. Et puis vous avez la personne comme la dame que nous avons là en ligne, qui, elle, en est sortie et qui est à ce moment-là victime de quelqu'un qui lui fait du mal. C'est plus du tout la même chose, elle est plus prise dans cette relation, et souvent la réponse, elle est d'un côté psychologique, se faire aider par un psychologue, elle a su très bien le faire, et d'un autre côté juridique. Oui, prendre des mesures complètement des mesures légales, oui, exactement, oui. On est rendu là. Mais merci Stéphanie, on vous envoie énormément de courage. Si je pouvais vous donner un câlin, si vous étiez en face de moi, c'est sûr que je vous ferais un énorme câlin. On est jugé beaucoup quand on est une femme, puis on laisse aller les enfants. C'est clair. Alors c'est quelque chose de difficile, puis présentement, cet homme-là continue à faire mal aux enfants, qui grandissent, puis. Mais est-ce que un recours légal pourrait être utile dans votre cas? C'est difficile légalement. C'est très difficile. Je veux dire, des gens qui font mal à des enfants psychologiquement, quand tu fais des signalements à la DPJ, ou ce qu'ils nous répondent, c'est qu'ils ont des choses beaucoup plus graves à traiter. T'sais. Mais est-ce que vous l'avez signalé? Ah oui. Pas juste moi, l'école a fait des signalements. Il y a eu abus physique, violence physique au moment où les enfants sont arrivés chez lui parce qu'il était dépensé. C'est un homme qui s'est jamais occupé de ses enfants. Puis les policiers ont fait un signalement à la DPJ. Mais tu sais, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a du pain puis il y a du beurre dans le frigidaire. Puis je dirais, il y a pas rien il y a des cas plus graves que ça à traiter. Fait que c'est je crois qu'Aline Apostolka voulait moi, ce que j'ai compris dans l'enquête, c'est que non seulement, évidemment, parce que c'est aussi des personnes qui sont généralement très intelligentes, ça arrive à se faire passer pour victime même auprès de la loi, parce que effectivement, il y a la notion du déni, mais du mensonge compulsif. Puis d'autre part, notamment le docteur Van Gisgem, qui lui est un expert auprès des tribunaux, disait que c'est très difficile de le faire reconnaître, parce que la loi, ça fonctionne avec une définition. Il faut rentrer dans un délit. Si on n'est pas dans le cadre du délit réel, eh bien, tout ça tient de la psychologie. Mais merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir appelé ce matin. Restez en ligne parce que justement, on parle du docteur Hubert Van Gisgem et il est en bout de ligne avec nous. Bonjour, docteur Van Gisgem. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous entendez le témoignage rempli de détresse d'une femme comme Stéphanie qui vient nous appeler? Voyez-vous, Stéphanie s'en est sortie dans ce sens qu'elle a laissé cet homme, évidemment. Mais il est en train de tuer une part d'elle encore. Oui, c'est sûr, on ne s'en défait pas vraiment jamais, surtout s'il y a des enfants, il y a toujours un lien qui reste. Et c'est ce genre d'homme, évidemment, je ne parle pas nécessairement du mari ou du conjoint. Oui, parce que vous n'avez pas rencontré la personne. Mais ce genre d'individus peuvent effectivement exercer une emprise sur leur proie, entre guillemets, aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Oui. Vous êtes entre autres expert en psycholégal. Comment peut-on dresser, à quoi ressemble le portrait type? Est-ce qu'on peut dresser un portrait type d'un pervers narcissique? Bien sûr. Voyez-vous, pervers narcissique, c'est un terme qui est utilisé actuellement, mais
la plupart du temps, ça désigne ce qu'on appelle à l'époque également les pathologies narcissiques. Évidemment, quand on parle de narcissisme, faisons attention. Le narcissisme, tout le monde doit en avoir un peu, au moins un peu. Faut s'aimer un petit peu quand même. Parce que sans narcissisme, on crève, on peut pas survivre. Il faut s'aimer un petit peu pour pouvoir faire encore un petit bout. Mais il y a des gens, effectivement, qui sont pathologiquement narcissiques, c'est-à-dire leur problème est fondamentalement qu'ils n'aiment qu'une seule personne, et c'est celle qu'ils voient dans le miroir, c'est-à-dire soi-même. Alors il y a toute une série de dénominateurs communs chez tous les narcissiques qui sont les suivants. L'autre est toujours traité comme étant un outil à jeter après usage. Ce sont des gens aussi qui se promènent avec un sentiment de toute puissance, qu'ils sont numéro un, qu'ils sont les meilleurs et qu'ils doivent donc être admirés par tout le monde. Cela se solde également par des sentiments d'être une exception, d'invulnérabilité, qu'ils pensent que tout leur est dû. Et bien entendu, vu qu'ils traitent l'autre tout le temps comme un outil à jeter après usage, ils manquent cruellement d'empathie. Oui, hein? Alors ça, c'est le dénominateur commun, n'est-ce pas? Parmi tous ces narcissiques-là, il y a des gens, évidemment, voyez-vous, je disais, ils se sentent le numéro un, ils se sentent tout-puissants. Dans la vie, c'est pas si facile que ça de se croire toujours numéro un. Donc, ils doivent tout le temps s'injecter, pour ainsi dire, un genre de combustible qui leur permet quand même d'y croire qu'ils sont numéro un et qu'ils sont une exception et qu'ils sont tout puissants. Donc, ils sélectionnent leurs victimes, entre guillemets. Ils vont sélectionner, oui, voyez-vous, il y a parmi ces narcissiques des gens qui prennent comme combustible pour être high, pour être en état d'exaltation et de toute puissance. Il y en a qui choisissent l'exploitation des autres. Alors, ils sont high quand ils ont l'impression qu'ils peuvent avoir tout le monde à leur merci. Oui. Ça, c'est des gens qui ont davantage une coloration psychopathique. Alors, les psychopathes, c'est effectivement un narcissique. Évidemment, il a utilisé l'exploitation et les crimes très souvent. Je sais que je dois vous laisser partir, mais vous êtes très, très, très fascinant. Je vais abuser de vous pour une petite dernière question. Est-ce que des personnages qui font tristement la nouvelle, comme des Rocco Magnotta, peuvent être considérés comme étant des pervers narcissiques? Vous savez, là aussi, je n'ai pas le droit de faire un diagnostic de Magnotta. Moi, j'ai eu les informations, comme tout le monde, que Magnotta aurait probablement une faille de personnalité beaucoup plus profonde que cela et qu'il aurait un soubassement psychotique et qu'il utilise la perversion narcissique plutôt comme un moyen pour s'agripper un peu à la réalité. Donc je pense pas que Magnotta entre dans le portrait type du pervers narcissique qu'on est en train de mettre en scène là. D'accord. Mais écoutez, oui, on essaie de parler de cas qui nous ressemblent un petit peu plus, qui sont plus près peut-être du quotidien des gens qui nous écoutent. Je vous remercie infiniment. Je sais que vous êtes en consultation en ce moment. Merci d'avoir pris la peine de nous parler, de nous dresser ce portrait qui est vraiment maintenant très, très clair. Et vraiment, c'est un plaisir de vous parler ce matin, Dr. Van Gisgen. Ça m'a fait plaisir. Merci, madame. Merci beaucoup. Bonjour. Alors sur ce, il est temps encore une fois de faire une courte pause. Je vous rappelle nos numéros de téléphone. Je sais que vous êtes nombreux, vous avez beaucoup de questions et c'est avec grand plaisir que nous allons répondre à ces questions. En tout cas, nous allons tenter d'y répondre. Il y a une dame qui s'est pas nommée tout à l'heure, mais qui a appelé en larmes et qui a pas pu parler en ondes. Et je voulais vous dire que je sais que vous vivez des moments très très difficiles en ce moment, mais écoutez, on va essayer de répondre à vos questions. Restez avec nous et puis vous n'êtes pas toute seule là-dedans. Il y a des moyens d'essayer de s'en sortir. Alors 514-790-9850 si vous nous écoutez la région de Montréal et sans frais partout au Québec le 1866-790-9850. Alors ce matin, il est question, cette deuxième heure, de pervers narcissiques. Vous, est-ce que vous êtes victime d'un pervers narcissique? On veut vous entendre, on veut vos témoignages. Et avec nous en studio, il y a Aline Apostolka qui a vraiment allumé mes lumières. Je ne connaissais pas, j'avais entendu parler mais du phénomène, mais je ne connaissais pas très très bien. Et à la lumière de ce que j'ai lu, je peux vous dire vraiment, ça va vous éclairer, ça va donner beaucoup de détails sur le phénomène, sur le pourquoi également on fabrique des pervers narcissiques
de plus en plus en ce moment. Et qu'est-ce qu'ils sont, ces pervers narcissiques? On a des exemples aussi très, très concrets dans le quotidien de certaines personnes. Alors, c'est dans le magazine Elle Québec et c'est sous la plume de Aline Apostolka. Et avec nous en direct de Suisse, il y a Jean-Charles Bouchou qui est psychanalyste et auteur du livre Les pervers narcissiques. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment leur échapper? Alors, tout de suite, au téléphone, il y a Chantal qui est là. Bonjour Chantal, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Écoutez, d'abord, je pense qu'il est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucune solution, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de façon de guérir un pervers narcissique. Peu importe que vous essayez de le sauver, que vous essayez de donner votre vie pour l'aider. Là, on parle en tant que conjoint, là. On parle pas de la médecine, oui. Que ce soit au travail, des amis, il y a rien à faire. La personne, en elle est détruite. Elle est pas bien. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le meilleur de vous-même, de l'autre personne, et lui rejette le négatif. Oui. J'imagine que vous parlez en connaissance de cause. 2 fois plutôt qu'une. 2 fois? Vous êtes tombé dans le panneau d'un pervers narcissique 2 fois? 2 fois. Et la deuxième fois, c'est très difficile de pouvoir le diagnostiquer parce qu'il est lui-même médecin. Oui. Donc, c'est des gens très intelligents, avec beaucoup de prestance, très influents. Moi, ma plus grande problématique, c'est que j'étais plus capable de penser par moi-même. D'accord. Tous mes opinions, même tu sais, quand bleu c'est bleu, vert c'est vert, mais avec eux, c'est plus ça, là. Tout votre jugement, les relations j'avais plus d'amis autour de moi qui était une personne très sociable, très aimée de mes amis. Ils sont tous éloignés, on n'a plus rien à faire. Ils vont nous détruire tellement qu'on pourra même plus avoir de lien avec toi. Oui. Et vous, à la base, quand vous avez rencontré cet homme-là, votre estime de soi, c'était... Est-ce que vous aviez des problèmes? Est-ce que vous regardiez avec un... Oui? Pour avoir lu beaucoup sur le sujet, là, je vous dirais que ces gens-là savent quand une personne est kind. Je n'ai pas le meilleur mot pour ça, là, mais tu sais, quelqu'un d'enjoué, oui. de généreux, qui est capable de beaucoup de résilience. Quelqu'un qui en prend beaucoup, qui est généreux, qui est capable de très compréhensif. Et eux, ils jouent à ça au début. Ils sont très, 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 très... comme tantôt vous avez dit, là, empathiques. Oui. Mais quand ils sont fins, ils jouent à être empathiques. Ils valorisent. Vraiment. C'est toujours dans le but d'obtenir quelque chose. Mais souvent, ces gens-là, comme lui avait découvert que ma faille à moi, c'était le rejet. Donc, son plaisir à lui, c'était de me rejeter aussitôt que ça allait super bien. Il me rejetait, il disparaissait, il partait avec une autre. Et je savais jamais rien. Ça coupait de tout d'un coup, plus de textos, plus d'appels, plus rien, pas moyen de savoir ce qui se passait. Et puis, ça a été comme ça continuellement. Oui. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je commence à lire sur le sujet, puis que je m'éveille à ce qui se passait, cette dynamique-là, parce que ça a même failli coûter la garde de mon fils. Donc, lui a vu que j'avais découvert, que je l'avais démasqué. Oui, que vous l'aviez. Et là, c'est épouvantable. Là, c'est le régime est total et je le crois sur la rue, il me dit même pas bonjour. C'est comme si j'avais fait un drame, un meurtre ou je sais pas quoi, mais c'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai découvert qui il était. Et là, vous êtes retombé une deuxième fois dans une relation avec un pervers narcissique. En fait, ça, c'était la deuxième fois. La première fois, c'était le père de mon fils. Puis on est toujours aux tribunaux après 12 ans et demi de guerre, de pas payer de pension alimentaire, de déclaration de faux salaire. Ça a toujours été comme ça, de vouloir m'enlever l'enfant, me punir face à l'enfant. Mais vous savez, à un moment donné, on se lève un matin puis on dit, je ne peux rien changer à ça. Je vais mettre des avocats qui vont s'occuper de ça. Pour le reste, moi, je vais vivre ma vie, je vais être heureuse. Je vais m'entourer de personnes qui vont m'aider parce qu'on devient très isolé. Très, très, très isolé. Nos proches sont plus dans notre vie parce que cette personne-là, insidieusement, a détruit tout notre entourage, même nos enfants, souvent. Donc, on s'en sort en étant bien entouré, puis il faut aller chercher de l'aide parce que tout seul, on peut pas s'en sortir. Oui. Jean-Charles Bouchou, elle a eu les bons réflexes quand même, malgré tout, Chantal. Oui, Chantal, elle a su poser de la distance au bon moment. Et ce qu'elle nous apprend, c'est que le pervers narcissique, une fois qu'il est démasqué, il s'en va. Oui. Parce que ça devient insupportable pour lui. Il doit pouvoir continuer de fonctionner dans l'illusion. Ah oui. Est la bonne personne et que vous êtes la mauvaise personne. Mais le jour où vous le démasquez, si vous le regardez droit dans les yeux en disant ça marche plus, il est effrayé. Hein. Alors c'est une bonne façon de réagir. Oui.
Oui, mais vous savez, la première chose qui appartient à la victime, c'est de sortir du déni. Et une fois qu'elle est sortie du déni, ça coule de source les choses qu'il y a à faire. Mais c'est d'abord prendre conscience que pourquoi est-ce que la victime ne prend pas plus soin d'elle? Pourquoi est-ce qu'elle accepte qu'on la maltraite, par exemple? Ça aussi, ce sont des questions. Est-ce que vous faites plus attention à vous, Chantal, maintenant? Mais vous dites que vous êtes mieux entourée et tout ça. Oui, je comprends beaucoup mieux. Puis je pense que c'est important de faire un travail pour soi-même. Et vous savez, ces gens-là nous rendent service finalement parce que on se rend compte qu'ils nous poussent à éventuellement, quelque chose de notre vie, à nous respecter, puis à travailler sur nous-mêmes pour pouvoir reproduire ces patterns-là. D'accord. Mais merci infiniment pour ce témoignage, Chantal. Bonne journée. Merci. Cette fois-ci, c'est Sarah qui est au téléphone. Bonjour, Sarah, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est ma belle-mère, c'est ça qui est une pervers narcissique. Est-ce que c'est encore votre belle-mère en ce moment, au moment où on se parle? Oui, c'est encore ma belle-mère présentement. On n'a plus de lien, ni mon mari, ni moi. Moi, moi, je suis une personne, à ce moment-là, parce que j'ai consulté depuis, mais qui avait pas d'estime de soi, pas de confiance. Je venais d'une famille dysfonctionnelle, donc, quand je l'ai rencontré, c'était la mère dévouée, attentionnée, tellement une personne généreuse. Donc, moi, tout de suite, je l'ai adoptée. C'était, comme on dirait, la mère que j'avais pas eue. Je l'ai trouvée tout à fait formidable. Elle m'avait présenté, son garçon. Puis j'étais très, très facilement manipulable. Mais on dirait que ça faisait comme mon affaire, parce que j'étais complètement sous charme. Oui. Donc c'est ça. Mais on veut pas voir, on veut y croire aux belles histoires, aux gens qui sont gentils, qui sont généreux. Oui, désintéressés. On croit que quand c'est trop beau pour être vrai, généralement c'est trop beau. Oui, mais c'était toujours la faute des autres. Mettons, c'était comme son entourage changeait souvent, comme elle perdait souvent ses amis, mais c'était toujours de la faute des autres. Puis c'était comme, c'est sûr, elle est tellement généreuse et puis tout. Puis à un moment donné, son autre fils qui avait coupé les ponts avec elle. À un moment donné, elle s'est comme trompée dans une faille, dans un mensonge, puis j'ai investigué un petit peu. Puis là, j'avais dit à mon mari, je crois que ta mère, est un petit peu manipulatrice, tout ça. Mon mari l'a pas pris du tout. Non, et à partir de ce moment-là, est devenue complètement, j'étais rendue une mauvaise mère, j'étais devenue complètement une autre personne. Mais là, moi, j'étais quand même restée, à me dénigrer vraiment, raconter n'importe quoi à mon mari qui me croyait pas à ce moment-là. Donc, puis moi, je venais d'avoir un enfant, fait que je me suis dit, elle est tellement parfaite. Moi, je suis d'une famille dysfonctionnelle. Fait qu'elle, elle disait, c'est toi qui es fucké. Fait que je pensais que, c'est moi qui est déséquilibrée, pardon. Fait que moi, je pensais que c'était en postpartum. Fait que j'ai consulté un médecin et un psychologue, parce que le médecin m'avait conseillé d'aller voir un psychologue qui m'a dit, madame, vous êtes, c'est ça, votre belle-mère, vous êtes en relation avec une pervers narcissique. Puis c'est ça. Puis là, à ce moment-là, j'ai contacté le frère de mon mari, qui lui, lui avait déjà ouvert les yeux suite à une thérapie. Puis ça se passe à ce moment-là que mon mari lui aussi a consulté pour sortir de l'emprise de sa mère. Mais comme là, on est quand même dans le même milieu de travail, puis même si ça fait comme 2 ans, je dirais qu'on n'est plus en relation avec elle, elle continue à me dénigrer. Ça, je trouve ça vraiment très difficile. Mais je consulte encore, même si ça fait, comme je vous dis, 2 ans. Je trouve que ça m'a laissé vraiment beaucoup d'animosité, mais par contre, justement, ça m'a obligée d'aller consulter, aller trouver une confiance en moi, mais j'ai trouvé ça, je l'ai pas vu venir. Puis encore, même à mon travail, tout le monde la voit comme parfaite et puis tout. Fait que, mais là, j'ai comme lâché prise là-dessus que je gagnerai pas. Mais comme vous dites tantôt, dans les contes de fées, c'est les bons qui gagnent et les mauvais qui perdent. Mais dans la vie, des fois, c'est pas toujours comme ça. Non, mais faut pas lâcher. Faut pas lâcher dans votre cas. Oui, c'est ça. Faites gagner les bons. Merci beaucoup. Merci, Sarah, d'avoir appelé ce matin. Alors, ce qui est quand même intéressant à la lumière de ça, juste avant d'aller à la pause, c'est que le pervers narcissique n'est pas seulement qu'un conjoint. Ça peut être, comme dans son cas, une belle-maman, ou ça peut être aussi un patron. N'est-ce pas, Jean-Charles Bouchou? Oui, alors pour qu'il y ait une relation fusionnelle, il faut quand même qu'à l'origine, il y ait déjà, avant toute chose, une relation difficile à rompre. C'est toujours un lien filial, donc un parent vers ses enfants, un lien de subordination, c'est-à-dire un employeur ou un chef de service vis-à-vis d'un subalterne, ou alors le lien amoureux. D'accord. Plus rarement, on trouvera d'autres choses. Là, on entend la belle-mère. Mais je pense que c'est moins difficile de quitter sa belle-mère. Sauf si elle est très près de son fils. Là, par exemple, ça devient... C'est vrai que le fils, il a l'air quand même de s'être détaché.
quand même. Ben, on fait une pause sur ça et on vous revient dans quelques instants. Je vous rappelle notre sujet du jour. Est-ce que vous êtes victime d'un pervers narcissique? On en parle avec Jean-Charles Bouchou, qui est psychanalyste et auteur du livre Les pervers narcissiques, qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment leur échapper? Et Aline, celle qui est à la source à l'origine de cette émission ce matin, Aline Apostolka, journaliste qui rédige le dossier spécial pervers narcissique publié dans le Elle Québec en ce moment. Êtes-vous victime de pervers narcissiques? Telle est la question que je vous pose ce matin avec nous en studio. Aline Apostolka, j'aimerais vous poser la question suivante. Pourquoi on a l'impression que la société fabrique plus de pervers narcissiques en ce moment? Mais indéniablement, tous les spécialistes que j'ai interviewés me l'ont confirmé, oui. Il y en a de plus en plus. C'est pas juste une impression. Là. Non, c'est pas juste une impression, mais parce que c'est pas une impression, c'est une réalité. Et parce que on est dans une société hyper narcissique, parce qu'on nous vend le narcissisme nous-mêmes tout le temps, parce qu'on nous apprend à être des gens performants, à marcher sur père et mère pour réussir, parce que le narcissisme est exalté par les services sociaux, parce que qu'est-ce que j'ai dit? Les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, on se met en vedette. Les réseaux sociaux. On se met en vedette sur nos pages Facebook et sur Twitter. Et puis parce qu'il paraît, d'après le docteur Van Gisgen, que en fait c'est la suite des enfants rois des années 70, c'est-à-dire qu'on a tellement voulu valoriser nos enfants. Et bon, voilà, lui il appelle ça l'ego gonflé à la pompe à vélo. Et c'est vrai qu'on est dans nos sociétés occidentales riches et développées, dans des sociétés où tout le monde a l'ego gonflé à la pompe à vélo, mais certains plus que d'autres. Et si ça vient rejoindre une pathologie, comme le dit le docteur Bouchot et d'autres, eh bien évidemment ça va provoquer. Oui, c'est pas rendre service à un enfant que de lui dire qu'il est toujours merveilleux dans tout ce qu'il fait. C'est ce que j'ai bien compris dans l'article. C'est le dosage entre le fait de l'encourager et le fait d'en faire un dieu qui est capable de tout, alors que c'est pas vrai. Sans jamais lui mettre de limite. Au téléphone, on va retrouver Véronique cette fois-ci. Bonjour Véronique, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous-même. Oui, moi j'ai un enfant narcissique. Un enfant narcissique, ça peut commencer si tôt? Oui, ça a commencé, le diagnostic, elle l'a eu à 11 ans. Aïe. Oui, puis c'est du monde avec zéro empathie. Et comment ça se traduit dans le quotidien d'un enfant? Mon Dieu, ça se traduit très dur. C'est si elle vient te voir pour te dire qu'elle t'aime, c'est pas qu'elle t'aime, c'est elle veut quelque chose. Si elle est contente, il y a tout le temps quelque chose à l'intérieur de la tête déjà planifié pour avoir qu'est-ce qu'elle veut. Mais on sait qu'un enfant va quand même tester ses parents. Comment on fait pour savoir que c'est pathologique dans un certain cas, comme celui de votre fille? Ah, moi, c'était avec les psychologues, les pédopsychiatres, avec les thérapeutes. C'était tellement difficile avec elle qu'elle était obligée d'être placée. Oui. Oh. Oui, à cause que ça tire beaucoup de jus. Puis il n'y a pas de pilule miracle pour ça. Non, c'est vraiment d'essayer de reformer le cerveau pour que Est-ce qu'il y a un autre parent dans la famille qui a des traits de narcissisme, de pervers narcissique? Oui, le père. Ah. Le père. D'accord. Oui, ça c'est un peu peut-être génétique aussi, là. Ben, je sais pas, mais en tout cas, on dit parfois que les chats font pas des chiens. C'est une expression. Oui, voilà. Ben écoutez, c'est quand même très difficile d'avoir à placer son enfant et de se placer dans une position comme celle-là. On vous souhaite énormément de courage, Véronique, et merci encore une fois d'avoir témoigné ce matin à l'émission. Et courage encore une fois. Ben merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Alors sur ce, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui est victime d'un pervers narcissique, c'est cours, prends tes jambes à ton cou, Jean-Charles Bouchou. Oui, c'est tout de suite poser de la distance. Le pervers narcissique, il le permet pas. Hein. Si vous dites je pars un week-end, j'ai besoin de réfléchir, et ça va le rendre fou. Oui. Donc déjà, vous avez quand même un symptôme qui s'installe. Tout le monde a le droit, bien évidemment, à tout moment de faire ce qu'il veut. Donc prendre de la distance. Et puis, ça peut pas vraiment être un conseil. On l'a compris, il faut que la victime ouvre les yeux. Beaucoup sont dans le déni et protègent leur bourreau. Oui. Donc c'est grâce à des émissions comme celle que vous faites, c'est grâce à des articles comme celui qui paraît dans Elle, et des livres et des conférences et des émissions de télé, que des gens
Moi, une dame, récemment, pourtant une psychologue clinicienne, est venue, elle m'a dit, vous m'avez sauvé la vie. Elle m'a dit, j'étais depuis 7 ans avec quelqu'un, j'ai lu votre livre. Merci, excusez, je suis complètement mal polie, je suis obligée de vous couper parce qu'il nous reste plus de temps. C'était un plaisir de vous recevoir et votre livre va se retrouver sur notre site internet. Aline, j'ai pas le temps, mais je veux vite, on a 10 secondes, même pas 10 secondes pour parler de cette collection. C'est quoi le rapport? Mais on n'a pas vraiment le temps. Mais c'est pour aider les jeunes adolescentes à ne pas devenir des